47, 48. Bon, allez, non, j'attends 50. J'avais dit que j'attendais 50. Salut Corentin. 49. 50. Eh ben, nous y voilà. Nous y voilà. Donc, partagez l'écran. Ça, tuc. Bon, je vais faire présentation diaporama. Donc, fin des histoires. Ah mince, t'es passé tout seul. Pourquoi t'es passé tout seul, toi? Fin des histoires de plus court chemin. Bonjour les histoires de flow maximum. Là, par contre, ça prendra qu'une seule séance, celle d'aujourd'hui. Et même, on parlera un peu plus que du flow maximum. On va parler aussi des histoires de couplage, dont Dominique Bard nous a peut-être déjà un peu parlé. Enfin, c'est pas très grave, mais enfin, en tout cas, le principal thème, c'est le flow maximum. Alors, qu'est-ce que c'est que le flow maximum? Je vais mettre le machin où on peut voir si vous me mettez des messages. Converser. Oui, Ayette, par rapport au projet, on peut le faire avec des personnes qui ne sont pas dans notre groupe de TD. C'est même l'une des premières phrases qui est écrite. Dans ce cas-là, vous présentez au chargé de TD que vous préférez, enfin que vous préférez, puisque vous avez deux groupes de TD, vous le faites à l'un ou à l'autre, mais évidemment pas aux deux. Oui, flow maximum. Le but, c'est d'essayer de trouver le flow maximum qui peut circuler dans un réseau. Alors, ça peut être un réseau de plein de nature, comme je l'ai mis, ça peut être un réseau de transport, mais il y a de véhicules ou de piétons ou de passagers qui peuvent circuler d'un endroit à un autre. Ça peut être évidemment un réseau informatique, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, un réseau électrique, un réseau de distribution d'eau. Enfin, en tout cas, quel est le flow maximum qui peut circuler dans ce réseau? Et on a une représentation par un graphe, donc c'est pour ça que c'est en algorithmique de graphe qu'on voit ça. Et les arcs qui sont valués, donc c'est un graphe valué comme on avait pour les plus courts chemins. Mais là, la valuation, c'est la capacité, c'est la taille du tuyau, en fait, je pourrais dire vis-à-vis de ça. C'est la capacité qui peut circuler sur cet arc, la capacité maximale. On n'est pas forcé d'atteindre cette capacité maximale, mais on ne peut pas dépasser la taille du tuyau. Et la première chose à faire pour que ce soit un réseau de transport, c'est qu'il faut rajouter, enfin, il faut qu'il y ait une source et un puits. C'est-à-dire une source et un sommet sans aucun prédécesseur et un puits, un sommet sans aucun successeur. Et donc, s'ils n'existent pas, il faut les ajouter. La source étant reliée au point de départ, avec plutôt comme valeur les disponibilités, et le puits est relié au point d'arrivée avec comme valuation les demandes de ces points d'arrivée. On peut, je ne l'ai pas fait forcément sur les dessins que je vais produire par la suite, mais on peut rajouter un arc de retour virtuel de PAS. Enfin, j'en reparlerai sur les exemples. C'est un peu tôt de parler de ça, mais donc, histoire de plus court chemin cette fois-ci. Alors, pourquoi j'arrive pas à faire défiler ta buggeuse? Voilà. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Je vais pousser ça. Je vais vous mettre là. Voilà. Donc, dans cette histoire de réseau de transport avec des capacités, ce qu'on cherche, c'est un flow. Et puis, ce qu'on va même chercher plus tard, c'est un flow maximum. Mais qu'est-ce que c'est qu'un flow déjà? C'est donc une fonction qui s'applique sur les arcs du réseau de transport. C'est une valeur qu'on va mettre sur chaque arc du réseau de transport, telle que cette valeur, donc le flow qui circule sur cette liaison-là, il est d'une part positif, on ne va pas faire circuler des flots négatifs, et il est inférieur à la capacité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour reprendre cette image, il ne peut pas dépasser la taille du tuyau. Et puis, en chaque nœud, la quantité totale du flot entrant doit toujours être égale à la quantité totale du flot sortant. C'est ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff en électricité. Enfin, on a cette chose que
ce qui arrive en un nœud en ressort. Alors, ce ne serait pas tout à fait vrai si c'était les véhicules qui se déplacent, parce que dans certaines villes, il y en a certains qui vont s'arrêter, puis d'autres qui vont au contraire en repartir, mais donc il faudrait faire des différences. Mais là, dans ce problème de flow où on s'intéresse simplement à voir ce qui circule, ce qui rentre est égal à ce qui ressort. Et ce qu'on essaye de trouver, c'est le flow maximum, c'est-à-dire qu'on essaye de maximiser le flow qui circule dans le réseau. Ça revient à maximiser justement le flow sur cet arc de retour dont je parlais tout à l'heure, celui qui va de P à S. Enfin, encore une fois, on verra ça sur l'exemple. Comme c'était le cas pour Dijkstra, comme c'était le cas pour l'arc couvrant de poids minimum, il peut exister plusieurs solutions de même valeur, plusieurs façons de faire circuler le flow maximum, et on va n'en retenir qu'une. On va s'intéresser, on n'en cherche qu'une. Enfin, en tout cas, les solutions qu'on verra n'en donneront qu'une parmi, mais en tout cas qui sera par contre de valeur maximale. Alors, alors, on va vite arriver à un petit exemple là, mais avant le petit exemple, deux petites définitions. Comme je disais, sur chaque arc, on va faire circuler un flot qui sera positif et inférieur à sa capacité. Quand il est égal à la capacité, le flot qu'on fait circuler sur un arc, donc, on dit que l'arc est saturé, que la liaison est saturée. On peut pas, oui, le mot saturé, c'est qu'on ne peut pas en faire plus. Et on va prendre tout de suite un exemple qui va faire ça. Là, pour l'instant, ça ne va pas. Mais un flot tel que sur chaque chemin allant de la source au puits, il existe au moins un arc saturé. On appelle ça un flot complet. Et donc, on va essayer de trouver déjà un flot complet sur le petit exemple suivant. Un exemple de transport de marchandises. On va essayer de maximiser le flot qui peut circuler, donc le flot maximum de marchandises qui circulent de la Corse au continent. Je mets très très mal les accents, c'est pas du tout accent corse, excusez-moi. Je suis nul pour imiter les accents. Je suis un très très mauvais imitateur. Je n'aurais pas pu faire une carrière d'imitateur à la Canteloup, je sais pas quoi. J'ai peut-être un petit peu le physique de Canteloup, mais alors pas du tout les talents d'imitateur. Enfin, j'ai surtout la coiffure de Canteloup. Bref, reprends-toi Thierry, commence pas à partir dans des histoires qui n'intéressent personne. Donc, le maximum de marchandises de la Corse au continent. Alors, on a 10 tonnes qui peuvent partir de Bastia, enfin qui sont disponibles tous les jours de Bastia, et 14 tonnes qui sont disponibles à Ajaccio. Et puis ces marchandises qui partent de Bastia ou d'Ajaccio, on va les envoyer donc sur le continent, à Nice, Toulon et Marseille. Les trois ports, du sud de la Méditerranée, NTM, et qui disposent respectivement d'une demande de 10, 9 et 8 et 9 tonnes. Pardon. Et alors, il y a un certain nombre de liaisons maritimes disponibles avec des capacités, des bateaux qui peuvent transporter, des bateaux qui peuvent transporter de cette marchandise. De Bastia à Nice, on a des bateaux qui nous permettent de transporter 7 tonnes. De Bastia à Toulon, vous voyez avec moi. Et donc, la première chose qu'il va falloir faire, je laisse un tout petit peu de temps par rapport à ça, mais la première chose qu'il va falloir faire, c'est transformer cet exemple en réseau de transport. Et donc, je rappelle que pour faire ça en termes de réseau de transport, d'abord, il va falloir faire tous ces nœuds-là, Bastia, Ajaccio, Nice, Toulon, Marseille. Il va falloir faire toutes ces liaisons. De Bastia à Nice, une liaison qui est évaluée par 7 tonnes. De Bastia à Toulon, une liaison qui est évaluée par 6 tonnes, etc. Mais il va falloir aussi, pour que ce soit un réseau de transport, rajouter une source et un puits. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc ça, c'est le réseau de transport que j'obtiens. Donc, j'ai mis les liaisons Bastia-Nice 7 tonnes, etc. Bastia-Nice 7 tonnes, Bastia-Toulon, j'ai 6 tonnes qui peuvent Ajaccio-Nice et Ajaccio-Marseille.
mais j'ai rajouté une source reliée au sommet de départ, donc au port Corse, et un puits relié au sommet d'arrivée, au port du continent. Et les capacités, enfin, ces liaisons, comme je les ai rajoutées, qu'elles n'étaient peut-être pas si naturelles que ça, je les ai mises en rouge. Et les capacités qu'il y a sur ces liaisons-là, ce sont respectivement les disponibilités que j'ai dans les ports de Bastia et d'Ajaccio, et ici, les demandes que j'ai dans les ports de Nice, de Toulon et de Marseille. Je vous rappelle que c'était le début. On dispose de 10 tonnes à Bastia, de 14 tonnes à Ajaccio, et puis il y a des demandes respectives, des capacités de récupérer la marchandise à Nice, Toulon et Marseille qui sont 10, 8 et 9. Donc ça m'a donné ce graphe-là. Personne ne dit rien, donc ça doit être soit à peu près clair, soit tout le monde s'est réendormi. Si tout le monde s'est réendormi, je ne vais pas reparler trop fort. Et c'est donc sur ce réseau-là que je vais essayer ici de faire circuler le flot maximum. Merci Anne pour l'encouragement. D'essayer d'acheminer donc la marchandise la plus grande possible des ports de départ au port d'arrivée. Dans un premier temps, enfin, c'est d'ailleurs ce qui est mis en tête, je vais essayer de faire un flot complet. Et pour faire un flot complet, je vais prendre progressivement ce que je pourrais obtenir par exemple en faisant une recherche en profondeur. Je vais prendre progressivement des chemins de la source au puits. Je vais commencer par le chemin qui est plus en haut et puis petit à petit je vais faire les autres chemins en faisant un parcours en profondeur, donc en faisant du backtrack puis en revenant. Mais enfin bon, intéressons-nous au premier chemin, donc celui qui est le plus en haut, la source, Bastia, Nice, le puits. Quelle est la quantité que je vais pouvoir faire circuler sur ce premier chemin? C'est vrai qu'avec les liaisons en rouge, je pourrais faire circuler une quantité de 10 tonnes, mais ce qui me limite, c'est la capacité de transport entre Bastia et Nice, et donc ça me limite à 7 tonnes. Pour reprendre une dernière fois, je vous jure, je ne le ferai plus après, mais pour reprendre une dernière fois mon image de taille du tuyau, je suis limité par la taille du tuyau entre Bastia et Nice qui m'empêche de faire écouler plus de 7 tonnes sur ce chemin. Donc c'est ce que j'ai mis ici. J'ai deux valeurs maintenant. À la fois, j'ai rappelé la capacité, c'est la première valeur, c'est celle que j'avais précédemment. Et j'ai mis après, avec une virgule, le flot que je fais circuler sur chacune des liaisons. Bon, alors, je ne l'ai pas mis partout, puisque quand il y a 0, je ne l'ai pas mis, sinon il faudrait que ce soit 6, 0, 5, 0, etc. Je l'ai mis que ici. Mais donc, j'ai un flot de 7, j'ai 7 tonnes de marchandises qui circulent sur ce chemin-là. Et donc, ce que je n'ai pas mis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'était pas très facile, ça m'a fait suer, il aurait fallu, parce que quand j'essayais de dessiner l'arc, entre P et S, il me le mettait comme ça. Ça m'a fait suer. Il aurait fallu que je fasse éventuellement un arc de retour de P vers S, et que ce qui circulerait sur cet arc-là, c'est le flot qui circule actuellement sur le réseau. En plus, ça aurait le mérite que la loi de conservation, vous voyez, là, il y a 7 tonnes qui arrivent dans ce sommet, il y en a 7 qui repartent, idem ici. C'est pas vrai sur la source et le puits, puisque là, j'ai 7 et j'ai rien qui repart. Alors que si j'avais l'arc de PAS, j'aurais 7, il y aurait bien cette loi de conservation du flot dans tous les sommets, y compris la source et le puits. Donc entre P et S, on peut mettre un arc avec 7, exactement. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais revenir un peu. Oui, c'était là. Quand j'essaye de trouver le flot maximum, en fait, ça revient à un flot qui maximise le flot sur cet arc de retour entre P et S. Ça représente la quantité qui circule sur le réseau. Pour l'instant, c'est 7 qui circulent sur le réseau, mais il va y avoir bientôt plus, puisque
Si je regarde donc maintenant en faisant du backtrack, le deuxième chemin que je peux prendre, hein, c'est celui qui va de Bastia à Toulon, donc le chemin SBTP. Quelle est la quantité maximum que je peux faire circuler sur ce deuxième chemin? Là, je pourrais faire circuler 6 tonnes, là, je pourrais faire circuler 8 tonnes, mais ce qui me limite, c'est le premier truc où je ne peux rajouter que 3 tonnes supplémentaires. Et donc, ce que j'ai fait ici, j'ai rajouté 3 tonnes, donc là, je suis passé de 7 à 10, c'est donc saturé ici. Et puis, j'ai ces 3 tonnes qui circulent. Et donc, si j'avais cet arc de retour, maintenant, ce qui circule, enfin, ce qui sort de P ou ce qui rentre en S, ce serait 10, 7 plus 3. J'ai dit, le flot qui circule sur ce réseau, maintenant, il est de 10. Je continue petit à petit à compléter. Donc maintenant, c'est clair que je ne peux plus rien acheminer à partir de Bastia, puisque je reprends le terme, la définition de tout à l'heure, cet arc est saturé. J'ai complètement, cet arc et cet arc sont saturés. Mais il reste des chemins. À chaque fois, je prends le premier successeur que je peux prendre où je peux augmenter les choses. Donc le chemin suivant que je prends, c'est SAN. Celui qui passe comme ça. Et donc sur SANP, combien de flots puis-je faire circuler? Je laisse un tout petit peu de suspense. Je laisse combien de flots je peux faire circuler, me demande-je. 3. Bien joué, Amar et Lydia, vous êtes tout simplement les meilleurs. Effectivement, là, je pourrais faire circuler 14, là 5, mais ce qui me limite, c'est ici où je ne peux pas dépasser 3. Donc, effectivement, je peux faire circuler 3. Et donc, j'ai actuellement un flot de 13 qui circule maintenant dans le réseau. J'avais dit, j'ai rajouté 3, ou j'ai 10 plus 3, ou j'ai 10 plus 3, etc. Et donc, dernier chemin, celui qui va à Marseille. Et je ne vais pas vous reposer la question, mais on peut y faire circuler 6. Là, on aurait une capacité d'amélioration de 11, là de 9, mais ce qui nous limite le plus, c'est 6. Et donc, voilà. Et donc, j'ai obtenu un flot de valeur 19. Si, encore une fois, j'avais fait l'arc de retour de PAS, ce qui sortirait de P, ce serait 10 plus 3 plus 6, 19, et de la même chose, 10 plus 9 ici. Donc j'ai un flot qui est de valeur 19. C'est un flot complet. Pourquoi c'est un flot complet? Parce que, je reprends la définition d'un flot complet, sur n'importe quel chemin de la source au puits, il y a au moins un arc saturé. Alors c'est clair pour les chemins qui passent par Bastia, puisque le premier arc est saturé. C'est un peu moins clair pour ceux qui partent d'Ajaccio, mais si je vais à Ajaccio, là c'est tout de suite saturé, et si je monte à Nice, c'est cet arc-là qui est saturé. Enfin bon, bref, de toute façon, on les a fait, les 4 chemins possibles, et je vous laisse encore une fois vérifier que sur les 4 chemins possibles, il y a toujours au moins un arc saturé. Donc c'est un flot complet. Mais un flot complet n'est pas forcément optimal. Celui sur lequel on va revenir, justement, il n'est pas optimal. On peut faire circuler plus que 19. Mais un flot optimal est toujours complet. Et donc, vient la procédure d'amélioration. Ça s'appelle, en fait, l'algorithme qu'on va voir maintenant, ça s'appelle l'algorithme de Ford-Fulkerson. J'ai dû le marquer plus loin que c'est Ford-Fulkerson, je ne sais pas où, enfin bon, bref. Ça viendra, le fait que c'est l'algorithme de Ford-Fulkerson. Et comment il fonctionne, cet algorithme de Ford-Fulkerson? Il est basé sur une procédure de marquage, où on va essayer de trouver en fait une chaîne améliorante, si elle existe. Et cette procédure de marquage, elle va consister à voir si à partir de la solution qu'on a, on peut encore améliorer les choses. Et donc, s'il y a une façon d'aller de la source au puits en faisant passer plus de flot.
Donc, bref, le marquage, on marque la source et on va faire deux types de marquage. On va faire du marquage avant qui va consister à marquer le successeur d'un sommet marqué. Donc, tout successeur d'un sommet marqué est marqué à son tour si l'arc entre les deux n'est pas saturé, c'est-à-dire si on peut augmenter le flot. Et on va faire donc non seulement du marquage avant, mais on va faire aussi du marquage arrière. Je vais pousser un tout petit peu la conversation. Le marquage arrière, c'est tout prédécesseur d'un sommet marqué est marqué à son tour si le flot sur l'arc entre les deux n'est pas nul, s'il peut être diminué. Donc je fais du marquage avant si je peux augmenter le flot, je fais du marquage arrière si je peux diminuer le flot. Et si j'arrive à marquer le puits, si j'arrive à trouver donc une façon de marquer le puits, le flot actuel n'est pas optimal. La chaîne qui a permis de marquer le puits, c'est ce que s'appelle une chaîne améliorante, sur laquelle on va augmenter autant que possible le flot. Et lorsqu'il n'est plus possible de marquer le puits, le flot est optimal. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une procédure itérative, c'est tant que j'arrive à marquer le puits, faire la procédure de marquage. Donc, lorsqu'il n'est plus possible de marquer le puits, le flot est optimal. Et bon, ça j'y reviendrai, mais je vais le lire tout de suite puisque c'est sur transparent. La frontière entre les sommets marqués et les sommets non marqués constitue le goulet d'étranglement du réseau, c'est une coupe minimale. Je reviendrai sur cette histoire de coupe minimale après, mais je vais reprendre mon exemple. Alors, je vais remonter plutôt en arrière et je vais essayer de regarder avec vous. Alors, bon, je sais pas, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, c'est un peu dit la solution. Non, mais c'est pas grave. Donc, je suis reparti de la solution à laquelle nous étions parvenus précédemment, donc le flot complet de valeur 19 sur lequel, auquel on était arrivé. Si j'essaye donc de faire cette procédure de marquage, je marque initialement le sommet S. Et puis, je vais faire du marquage avant d'abord. Je vais marquer les successeurs de S pour lequel le flot n'est pas saturé, c'est-à-dire pour lequel il y a une possibilité d'amélioration, d'augmentation du flot. Je ne peux pas marquer Bastia parce que l'arc ici est saturé. Par contre, je peux marquer Ajaccio. J'ai une capacité d'amélioration ici. Donc il aurait fallu que je prenne un autre truc, que je gribouille dessus. Enfin, je pense que vous arrivez quand même à suivre. Je suis parti de S. D'abord, hop, reviens en arrière, toi. Allez. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec ma 1. Puisque la procédure de marquage, c'est d'abord on marque la source, puis progressivement on va faire du marquage avant et du marquage arrière. Donc j'ai commencé par marquer la source, j'ai fait ce marquage de A parce que la liaison entre les deux n'est pas saturée. À partir de A, je ne peux pas marquer Marseille, mais par contre je peux marquer Nice, puisque la liaison ici en rouge n'est pas saturée. Par contre, évidemment, je ne peux pas faire que du marquage avant, puisque j'ai un flot complet. Donc, je ne peux pas marquer le puits, mais, je peux marquer Bastia. Je peux faire du marquage arrière ce coup-ci. Je peux diminuer le flot ici entre Bastia et Nice. Si j'augmente celui-là, eh ben, ça peut se faire au détriment du fait que je diminue celui-là. Donc, je peux marquer Bastia. Et à partir du moment où j'ai réussi à marquer Bastia, j'arrive à marquer Toulon puisque cette liaison n'est pas saturée. J'arrive à marquer le puits puisque cette liaison n'est pas saturée. Donc j'ai trouvé une chaîne améliorante qui consiste à, il n'y en a qu'une, c'est un tout petit graphe que j'ai pris en TD. On fera évidemment des exemples un peu plus gros, mais la chaîne améliorante, c'est celle qui est marquée en rouge ici. C'est S-A-N. J'ai mis l'arc ici dans l'autre sens, puisque c'est du marquage arrière. Je reviens vers B, et puis TP. Je la suis avec la souris, la chaîne améliorante, celle-là. De combien puis-je améliorer le flot
sur cette chaîne améliorante, quelle est la capacité maximale d'amélioration qu'elle me procure. Ici, je pourrais améliorer de 5. Ici, je ne peux améliorer que de 2, passer de 3 à 5. Ici, je peux le diminuer de 7. J'ai une capacité de diminution de 7. Ici, je peux augmenter de 3 et ici, je peux augmenter de 5. Donc, ce qui me contraint, ce qui me limite le plus, c'est ce 3 sur 5 qui me limite à une amélioration de 2. Quand je vais faire, ça va être le prochain transparent, quand je vais faire cette amélioration de 2, du coup, il y aura 11 qui partira ici, 5 qui circulera ici. Là, ça diminuera à 5. Donc, la façon dont les 10 seront répartis, ça ne sera plus 7 et 3, mais ça sera 5 et 5. Du coup, là, comme il n'y a plus que 5, ça me permet d'augmenter ici. Là aussi, ce sera 5 et 5. 5 ici et 5 ici. Et j'aurai bien, du coup, non plus 19, mais 21 unités de marchandises qui circuleront. Est-ce que c'est clair, cette histoire de chaîne améliorante et du fait qu'on arrive, bien que le flow soit complet, à passer de 19 à 21? Merci, Brian. Alors, je ne comprends pas pourquoi on met 3 entre A et N. Alors, c'est vrai que c'est avant, on va revenir, pas de problème. C'était quand on était ici, on avait pris donc les chemins du haut. Maintenant, le chemin que je considère, j'avais fait d'abord celui du haut, puis le deuxième. Et là, comme maintenant la liaison vers Bastia ici est saturée, le chemin suivant que j'avais pris, en prenant à chaque fois le premier successeur, c'était S-A-N-P. Et quand je prenais S-A-N-P, comme m'avait dit Amar et Lydia à l'époque, ma capacité d'amélioration, elle n'était que de 3. J'aurais pu mettre 14 de plus ici, 5 de plus ici, mais ce qui me limitait, c'était ce 7 sur 10. Je ne pouvais pas dépasser, allez, je le dis encore une fois, je me parjure, j'avais dit que je n'utiliserais plus l'expression et je le fais encore une fois. Je ne peux pas dépasser la taille du tuyau de 10 ici, donc j'étais limité à 3. Donc c'est pour ça que à l'étape suivante, j'avais fait circuler 3 là-dessus. C'était donc la solution qu'on obtenait avec ce fameux 3 et c'était ça qui me limitait, que je ne pouvais pas faire plus que 5. Donc j'espère que tout le monde voit bien la chaîne améliorante et le fait que du coup j'arrive à passer de 19 à 21. Donc ça me donne finalement cette solution où là c'est passé de 9 à 11, là c'est passé de 3 à 5, là ça a diminué de 2, c'est passé de 7 à 5, mais du coup comme j'ai cette diminution, je peux faire 2 de plus ici et 2 de plus ici. Et du coup, comme je l'ai dit, j'ai toujours pas mon arc de retour, mais si j'avais mon arc de retour, j'aurais 21 maintenant qui circulent dessus. Je suis passé d'un flot de 19 à un flot de 21. Et cet algorithme est un algorithme itératif, comme j'ai dit. Parfois, il faut plusieurs itérations, plusieurs chaînes améliorantes avant d'arriver à la solution optimale. Bon, là, ce n'est pas le cas parce que c'est un tout petit graphe, mais enfin, je suis censé recontinuer, remarquer la source, marquer les successeurs quand c'est pas saturé, marquer les prédécesseurs quand c'est pas nul, etc. Et voir si j'arrive à marquer le puits. De toute façon, le critère d'arrêt, c'est tant que je peux marquer le puits, je fais ça. Donc là, j'avais réussi à marquer le puits, donc je continue. Donc je marque la source. Comme précédemment, je ne peux pas marquer Bastia. Je marque Ajaccio. Et puis là, je suis coincé parce que les deux liaisons qui partent d'Ajaccio sont toutes les deux saturées. 5 sur 5, 6 sur 6, je ne peux plus faire du marquage avant. Évidemment, je ne peux pas faire du marquage arrière parce que je n'ai pas de prédécesseur ici. Donc, je suis coincé. Donc, fin de la procédure de marquage. Je n'ai pas réussi à marquer le puits. J'ai un flot optimal. J'ai obtenu mon flot maximum. Et donc, mon flot maximum, il est de valeur 21. Parce que je n'arrive plus à trouver une façon de marquer le puits en faisant ces procédures de marquage avant et de marquage arrière.
Je reviens sur une phrase que j'avais dite, mais qui était peut-être un peu tôt pour le dire. La frontière entre les sommets et sur la dernière itération, celle où j'arrive pas à marquer le puits, donc, la frontière entre les sommets marqués et les sommets non marqués, ça donne ce qu'on appelle la coupe minimale. Ça donne ce que moi j'ai plutôt tendance à appeler le goulet d'étranglement du réseau. C'est cette liaison-là, enfin non pas cette liaison-là, j'aurais dû dessiner des petits ciseaux et puis faire ici la frontière entre les sommets marqués et les sommets non marqués, entre le rouge et le blanc. Et on voit qu'effectivement, toutes ces liaisons, là, ces trois liaisons, celle entre la Source et Bastia, celle entre Ajaccio et Nice et Ajaccio et Marseille, ces trois liaisons saturées et ces trois liaisons dont la somme est égale à 21. C'est cette somme de trois liaisons qui représente donc la coupe minimale de mon réseau, qui représente ce que moi j'ai plutôt tendance à appeler le goulet d'étranglement. C'est ce qui me limite à 21 en fait. C'est pour ça que je ne peux pas faire mieux, c'est que j'ai cette séparation, là, ce goulet-là, qui fait que je suis limité à 21. Je ne l'aurais pas au niveau, si par exemple je regarde cette coupe-là, la coupe des demandes, je pourrais monter jusqu'à 24. Hein, j'ai une somme totale des demandes qui est de 24. Si je regardais les disponibilités, par exemple, ce truc-là, j'ai une somme totale des disponibilités qui est égale à 27, 10 plus 8 plus 9. Mais ce qui me limite, ce qui fait que je ne peux pas faire circuler plus, c'est cette coupe minimale, ce machin-là, qui fait donc 10 plus 5 plus 6. Si je voulais améliorer les choses, si je voulais faire qu'il y ait plus de choses qui circulent, plus de marchandises qui soient acheminées de la Corse vers le continent, il faudrait impérativement que j'améliore l'une de ces trois liaisons. Si j'améliorais les choses, si je me disais les pauvres Toulonnais, il n'y a pas grand-chose, là, ils n'ont qu'une seule liaison, puis elle est limitée à 6, il faut à tout prix que j'améliore cette liaison-là, ça me servirait à rien, enfin ça me servirait, non, je serais toujours limité à 21, parce que j'aurais toujours cette limitation des liaisons ici, 10 plus 5 plus 6, c'est minimale. Si je veux améliorer les choses, il faut soit qu'il y ait plus de disponibilité à Bastia, soit que les liaisons maritimes depuis Ajaccio soient plus nombreuses. Mais là, en tout cas, je suis limité à ça. C'est visible, la coupe minimale, c'est bon? Entre nous soit dit, j'utilise un terme un peu mathématique et joli, vous ne le verrez pas du tout en licence, mais ultérieurement dans vos études, vous entendrez peut-être parler de ça. Le problème de la coupe minimale, c'est le dual du problème du flot maximum. Dual, D-U-A-L, c'est la théorie de la dualité. Peut-être que le mot vous dit quelque chose, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Enfin, en tout cas, il y en a un, c'est un problème de maximisation, l'autre, c'est un problème de minimisation. Et le maximum de l'un est égal au minimum de l'autre. Trouver le flot maximum, ça revient quelque part à trouver le goulet d'étranglement minimum. Alors, vis-à-vis de cet algorithme de... là, je le présente, l'algorithme de Ford-Fulkerson. C'est marrant, je n'ai pas du tout écrit Ford-Fulkerson, je m'excuse. En tout cas, c'est l'algorithme de Ford-Fulkerson. Et il y en a qui le présentent plutôt, non pas comme on l'a fait avec je fais du marquage avant, je fais du marquage arrière, mais qui le présentent sur ce qu'on appelle le graphe d'écart. Donc le graphe d'écart, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mêmes sommets. Et dès qu'un arc de capacité n'est pas saturé avec le flot actuel, je crée l'arc AB et je lui donne la valeur C-F, c'est-à-dire sa capacité d'augmentation. Et à l'inverse, dès qu'un arc AB a un flot positif, je crée l'arc dans l'autre sens, l'arc BA, et je le value avec la valeur de F, c'est-à-dire sa capacité de diminution. Et là, du coup, j'ai plus besoin, puisque j'ai créé les arcs dans les deux sens, à la fois ceux que je peux augmenter, à la fois ceux que je peux diminuer, j'ai plus besoin de faire du marquage avant et du marquage arrière, j'ai juste besoin de dire
tant qu'il existe un chemin de SAP dans le graphe d'écart, le flow n'est pas optimal. Et ce chemin représente la chaîne améliorante. C'est juste une façon de représenter par des arcs soit la capacité d'augmentation, soit la capacité de diminution. Et donc, dans ce cas-là, on parle de chemin et pas de procédure de marquage avant ou de procédure de marquage arrière. Ce qui permet du coup de présenter éventuellement l'algorithme comme ça. Donc, c'est un algorithme très très long. Je pars d'une valeur de flow qui est égale à 0 ou éventuellement j'ai déjà fait une procédure initiale pour obtenir un flow complet. Dans ce cas-là, le flow initial n'est pas égal à 0. Et donc, tant qu'il existe un chemin de SAP, j'appelle W ou oméga, je pense que c'est la valeur minimale sur ce chemin, j'augmente la valeur du flow d'oméga, et pour chaque arc du chemin, je diminue la capacité de ce W. Si la capacité tombe à 0, je supprime l'arc. Et à l'inverse, si j'ai diminué des choses, si l'arc B1 n'existait pas, je le crée en lui donnant cette capacité-là. Bon, bref, c'est pas très très grave, c'était juste, enfin c'est pas très grave, c'est juste une autre façon de présenter l'algorithme de Ford-Fulkerson sur le réseau, sur le graphe d'écart. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de raconter. On peut tout à fait se contenter de ces histoires de marquage avant et de marquage arrière. Mais ça voudrait dire ici les capacités. Ça fait un graphe beaucoup plus dense, les capacités de diminution. Ça veut dire que dès que j'ai un flow, il faut que je fasse un arc dans le sens inverse qui dit hop, de N à B, j'ai un arc parce que je peux diminuer ce flow de 7. Bon, je n'ai pas eu le courage de le redessiner, ce graphe. Je me suis dit que de toute façon, ces histoires de marquage avant, marquage arrière, c'était bien suffisant et on pouvait voir l'algorithme tel que je l'ai présenté précédemment. Enfin, je vous parle quand même du graphe d'écart. Ah aussi, je dis quand même que c'est l'algorithme de Ford-Fulkerson. J'aurais dû l'écrire avant, excusez-moi. Alors, juste un petit mot sur la complexité. Bon, c'est un algorithme polynomial, c'est pas, mais c'est un algorithme qui a été trouvé il y a fort longtemps. C'est un algorithme plutôt simple. Il y a quand même pas mal d'applications au problème du flow max, donc c'est bien que vous le voyez. En tout cas, il y en a qui ont réfléchi à la complexité, qui ont trouvé que l'une des implémentations qui étaient les meilleures, c'était d'appliquer l'algorithme de Ford-Fulkerson en parcours largeur d'abord, et qui revient donc à toujours trouver la chaîne améliorante avec le moins d'arrêt possible, puisqu'on fait en largeur, on ne marque que étape après étape, et donc on aura une façon d'obtenir un marquage du puits avec le moins d'arrêt possible. Et bon, je ne les détaille pas trop, mais la complexité du coup qu'ils obtiennent en faisant ça, c'est nm carré, avec n comme Noémie, le nombre de sommets, et M comme Maurice, le nombre d'arêtes. J'ai une complexité qui peut quand même être assez élevée, pour peu que j'ai beaucoup d'arêtes. M carré, ça finit par faire, en particulier si j'ai un graphe complet, M c'est de l'ordre de N carré, donc ça fait un algorithme en O de N5, c'est pas si peu que ça. Enfin bon, généralement j'ai pas du tout un graphe. Alors, j'en ai fini avec ces histoires de flow max. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. De toute façon, on fera des exemples en TP. Alors, il y en a une qui m'a mis un message direct. C'est pour ça que je ricane, mais vous ne devez pas comprendre pourquoi je ricane, puisque c'est comme un message direct, vous ne le voyez pas. Il y a quelqu'un qui me dit j'arrive pas à comprendre parce que j'ai loupé le tout début des explications, vous pouvez réexpliquer. Alors, je vais peut-être quand même pas refaire depuis le tout début, mademoiselle, je vais pas te nommer parce que tu m'as fait un message privé, ça va être juste avant les graphes.
bon, juste avant les graphes. Euh, donc on essaye de, on a un graphe valué où l'évaluation sur les arcs, c'est les capacités, la valeur maximum qui peut circuler sur cet arc. Et puis un flow, ce qu'on essaye de trouver, c'est donc une fonction qui s'applique sur les arcs, telle que sur chaque arc, le flow est positif et inférieur à la capacité. On essaye de voir ce qu'on va pouvoir faire circuler sur chaque arc. Évidemment, on ne peut pas dépasser la capacité. Et on a une autre contrainte, c'est qu'en chaque nœud, la quantité totale du flot entrant est égale à la quantité totale du flot sortant. Et ce qu'on essaye de trouver, c'est une façon, c'est la valeur du flot maximum qui peut circuler sur ce réseau. Donc, quand j'ai pris cet exemple-là, ce que je vais avoir le droit, c'est de faire circuler sur chaque liaison une quantité qui sera inférieure à la capacité. Et ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que il y ait la plus grosse quantité possible qui circule sur le réseau. Et donc l'algorithme que j'ai présenté derrière, on a commencé à faire des. En fait, ce qu'on faisait quand on faisait les chemins là et tout ça, c'était du marquage. C'est juste qu'on ne faisait que du marquage avant. Mais enfin, à partir de, comme il n'y a rien qui est saturé pour l'instant, à partir de S, je marque le premier successeur qui est B, à partir de B, je marque le premier successeur qui est N, et à partir de N, je marque le premier successeur qui est P. Ah, j'ai marqué le puits. Quelle est la quantité que je peux faire circuler là-dessus? C'est 7. Et du coup, j'obtiens ça. Et puis après, quel est le premier que je peux marquer en avant? C'est B, T et P. Et à partir de là, quelle est la quantité que je peux faire là-dessus? C'est 3. Et puis, petit à petit, j'ai obtenu mon flot complet. Et à partir de mon flot complet, je ne peux plus me contenter de faire du marquage avant. Je suis forcé de faire la chaîne qu'on a fait tout à l'heure pour améliorer, qui est la chaîne ici, qui me permet encore d'améliorer 2 et qui me permet d'obtenir le 21. La capacité à ne pas dépasser, c'est celle qui était dès le début. C'est ça les capacités. C'est le premier chiffre qui est marqué. À chaque fois, je marque la capacité et le flot que je fais circuler dessus. Donc, les capacités à ne pas dépasser, ça vient de l'exemple, mais c'est que j'ai des liaisons maritimes disponibles chaque jour qui me limitent. Je ne peux pas utiliser faire circuler plus de 7 tonnes d'Ajaccio, de Bastia à Nice et ainsi de suite. Enfin, c'est ces valeurs-là. C'est ça les capacités. Ce que j'ai appelé plein de fois en disant à chaque fois, je n'utiliserai plus cette expression, la taille du tuyau. La capacité disponible de transport entre les différentes liaisons avant la saturation. C'est pareil, si c'était pas un réseau là c'est un réseau de transport, mais si c'était un réseau, je voulais savoir, par exemple, on fera un exercice en TD où on va s'intéresser au nombre maximum de véhicules qui peuvent circuler entre deux villes. Là, ça serait, je sais pas, 7000 véhicules, 7000 véhicules qui peuvent circuler entre deux villes. Quand j'atteins la saturation, c'est que, après il y a trop de bouchons, ça avance plus. Enfin, bon, bref, c'est la capacité. Alors, on va voir un autre problème, mais qui est un peu lié, qui est celui du couplage. C'était le flow maximum, c'est le couplage maximum. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que Dominique Barthes vous a parlé de ces histoires de couplage, mais c'est peut-être pas le cas. Enfin, en tout cas, un couplage, qu'est-ce que c'est? C'est dans un graphe, toujours pareil, un graphe a priori non orienté. Et un couplage, c'est donc un ensemble d'arêtes qui n'ont pas de sommet en commun. Mais j'aurais plus tendance à dire que c'est un ensemble de couples de sommets, tous différents, reliés par une arête. Donc en fait,
Quand je dis un couple de sommets tous différents reliés par une arête, c'est donc que un sommet, il peut constituer qu'un seul couple. C'est pour ça que j'ai mis cette blague pas très drôle, monogamie obligatoire. Je relie deux sommets, ça me donne une arête, ça me donne un couple, et les deux membres de ce couple, je ne pourrais pas les réutiliser. Donc j'essaye de trouver le plus grand nombre de couples possible. Couplage, c'est le mot qui vient par nombre, enfin, couplage maximum, c'est nombre de couples maximum. Donc un couplage maximum, c'est un couplage de cardinalité la plus grande possible, donc avec le plus grand nombre possible de couples, donc avec le plus grand nombre possible d'arêtes. Je vous prends tout de suite un exemple. Alors j'ai pris un graphe orienté, là. Enfin bon, peu importe. Bon, je l'ai présenté comme ça, hein, mais le graphe, il pourrait être, bon, en supposant là que j'ai un graphe. Ah oui, c'est parce que je dis c'est plus simple dans le cas d'un graphe biparti. Donc c'est pour ça que je l'ai présenté comme ça. Mais par la suite, je vais présenter un graphe quelconque. Mais là, c'est parce qu'on a un graphe biparti, donc il y a deux parties. J'ai des liaisons entre l'une des deux parties et l'autre partie, et j'essaye de trouver le nombre de couples maximum, le nombre de liaisons maximum. Si avec cet petit exemple, c'est plus clair ce que je dis, hein, mais je reviens sur la définition. J'ai donc un ensemble d'arêtes, un ensemble de sommets et un ensemble d'arêtes, et j'essaye de trouver le nombre d'arêtes maximum qui sont complètement différents, qui n'ont pas de sommet en commun. Et en fait, si j'en parle maintenant, c'est que on peut trouver ça avec le même algorithme que Fortwheel-Carson. On rajoute une source, dans le cas d'un graphe biparti, hein, j'ai mis ici, en fait, il manquait cette phrase. Alors, il y a quelqu'un qui a dû me mettre un message. Non, personne depuis le « Ah d'accord, merci ». Donc, on rajoute, dans le cas d'un graphe biparti, une source qu'on relie avec tous les sommets d'une des deux parties et un puits qu'on relie avec tous les autres sommets. Et la différence avec Fortwheel-Carson, c'est que les capacités, elles sont juste toutes de valeur 1. Et de la même façon, on recherche des chaînes améliorantes par marquage avant et arrière jusqu'à ce qu'on ne puisse plus marquer le puits. Par contre, du coup, la complexité, elle est un peu plus petite. Et du coup, j'ai pris cet exemple-là, hein, juste pour dire que c'est un problème assez classique en graphe aussi, le couplage. Donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Et bon, comme en plus, dans le cas d'un graphe biparti, c'est le même algorithme que Fortwheel-Carson, ça se glisse bien à ce moment-là de la conversation dans le cours. Donc là, j'ai un graphe biparti, hein, j'ai ces deux parties. Hein. Je vous rappelle qu'un graphe biparti, on avait fait un exercice dessus. C'est un graphe où on peut partitionner les sommets en deux parties, telles que toutes les arêtes ou tous les arcs, ils vont forcément d'une partie à l'autre. Je n'ai pas d'arc ou d'arête entre les sommets d'une partie donnée. Dit autrement, on fera de la coloration la semaine prochaine. Dit autrement, on peut colorier le graphe en deux couleurs. On peut donner une première couleur à ces sommets-là, puisqu'ils ne sont pas reliés, ils peuvent avoir tous la même couleur. On peut donner une autre couleur à ces sommets-là qui, pareil, n'étant pas reliés, peuvent avoir tous la même couleur. Donc, c'est un graphe dont le nombre chromatique est 2, un graphe biparti. Enfin, toujours est-il que là, j'ai ce graphe biparti. Alors, théoriquement, j'aurais rajouté une source ici, un puits ici. J'aurais relié tout ce petit monde. Hein. Je ne l'ai pas fait, c'est pas bien. Et j'essaye de trouver le maximum de couples possible. Alors, je fais comme tout à l'heure. Si j'avais une source, hein, je prendrais le premier successeur, c'est A. Le premier successeur de A, c'est F, et puis FP. Donc, ça me donne une première façon, une première chaîne améliorante. Et du coup, ça me donne le couple AF. En fait, ça revient à prendre les sommets dans cet ordre-là et à chaque fois à prendre le premier successeur. Donc, le premier successeur que j'ai trouvé, enfin, le premier couple que j'ai trouvé, du coup,
c'est Anne avec François. AF. Après, mais ça serait pareil, hein, du coup, je lui mettrais un flot de 1 là où j'ai des capacités de 1. Donc cette liaison-là, elle est saturée, la liaison de F au puits, elle est saturée, la liaison de SAA, elle est saturée. Deuxième, puisque là c'est saturé, si j'essaye de faire du marquage avant, je tombe sur B, et B, malheureusement, je peux le relier à F, mais F, il est déjà connecté, la liaison de F à P, elle est déjà saturée. Donc, je ne peux pas, je ne peux pas trouver, enfin, je ne peux pas relier B à F. Donc après, c'est CG, Chloé avec Gaëtan. Toujours pareil, j'ai pris le premier successeur. Quand je m'intéresse à... Ah, il y a quelqu'un qui va me dire quelque chose peut-être. C'est Chloé qui n'est pas d'accord pour être avec Gaëtan. J'ai fait... Il faut que je change les prénoms peut-être. Pareil, quand je vais pour D par la suite, eh ben, les seules liaisons possibles de D, c'est F et G. Donc, c'est pas possible de... Et donc, finalement, le dernier marquage avant que je puisse faire, la dernière amélioration que je puisse faire, c'est E avec H, c'est Emmanuel avec Ayette. Vous êtes d'accord avec cette façon dont j'ai obtenu cette première solution? C'est la solution rouge et c'est une solution de valeur 3. Le nombre de couples que j'ai réussi à constituer, c'est 3. Mais comme je le disais précédemment, en fait, là j'ai fait que du marquage avant, mais c'est le même algorithme que Ford-Fulkerson. Et donc, quand j'essaye d'améliorer, de voir s'il n'y a plus d'amélioration possible, je peux faire du marquage avant et du marquage arrière, et donc chercher une chaîne améliorante. Là, parce que justement, pour l'instant, pour l'instant, la solution initiale, c'est celle qui est en rouge, de valeur 3. Mais bon, je suis allé un peu vite et j'ai marqué dessus la chaîne améliorante et j'ai marqué que la solution optimale, c'est celle-là. Donc, en fait, j'aurais dû le marquer en dessous parce que c'est la solution finale. Donc, on n'y est pas encore et là, justement, j'en étais à trouver cette chaîne améliorante. Mais ça, c'est la solution initiale que j'ai. C'est ce qui me donne un flot complet, hein. C'est la même chose que ce que j'avais fait tout à l'heure dans un premier temps pour trouver une première solution. Je n'ai fait que du marquage avant et j'ai trouvé cette première solution. Mais pour voir si c'est la solution optimale et si je ne peux pas faire mieux que 3 couples, ben, je continue à faire du marquage, mais avec éventuellement du marquage arrière. Là, tu vois, je vais avoir du marquage arrière, des arcs qui vont être dans l'autre sens. Et je vais trouver une chaîne améliorante. Parce que c'est ce à quoi je venais. Si à partir de S, bah, je peux marquer B et D, hein, puisque c'est les deux seuls qui sont pour l'instant pas mariés, donc pour lesquels la liaison S vers E n'est pas saturée. À partir de B, je peux marquer F, puisque la liaison noire n'est pas saturée non plus. Et à partir de F, c'est le marquage arrière. Je ne peux pas marquer le puisque la liaison de F à P est saturée. F, il est marié. Par contre, je peux créer un divorce. Je peux diminuer la liaison entre F et A. Pour l'instant, la chaîne améliorante que je suis, hein, c'est S, B, F, A. Avec là, en faisant du marquage arrière. J'ai un flot qui est non nul, je peux le diminuer. Si je le diminue de 1, ça revient à annuler ce couple-là. À partir de A, je peux marquer G, mais G, lui aussi, il est déjà marié, mais par contre, je peux supprimer, faire du marquage arrière, diminuer le flot entre C et G.
Et à partir de C, je peux marquer I, et I n'étant pas marié, j'arrive à le marquer. Et donc, j'arrive à marquer le puits. Donc, j'ai trouvé une chaîne améliorante qui est un petit peu compliquée. Hein. De S, je vais à B, de B, je vais à F. Là, je fais du marquage arrière. J'annule la liaison AF, je la remplace par la liaison AG, j'annule la liaison CG et je la remplace par CI. Et du coup, j'arrive aux couples qui ne sont pas en rouge, mais que Brian soulignait tout à l'heure. Du coup, j'ai obtenu le couple BF. J'ai remplacé AF par AG, donc j'ai le couple AG. J'ai remplacé CG par CI, donc j'ai le couple CI. Et comme tout à l'heure, je n'y ai pas du tout touché, il y a toujours le couple EEH. Ayette, elle est restée avec Emmanuel. Donc j'obtiens cette liaison-là. Et il conviendrait, pour voir que c'est la solution optimale, de continuer. Hein. Maintenant, le seul sommet que je pourrais marquer, c'est D. À partir de D, je pourrais marquer F et G. Mais enfin bon, je vous laisse le faire, on n'arrive plus à améliorer la solution. Et la solution optimale, c'est 4 couples. De toute façon, le but, c'est pas forcément de résoudre cet exemple, c'était juste de vous convaincre que dans un graphe biparti, hein, c'était cette phrase, ce que je voulais juste illustrer, que dans le cas d'un graphe biparti, essayer de trouver le couplage maximum, c'est le même algorithme que Fortune-Carson, avec ces histoires de marquage avant, marquage arrière. Tant que j'arrive à marquer le puits, c'est que j'arrive à créer un couple supplémentaire. Et donc, j'ai ces chaînes améliorantes avec la source ici, le puits ici. Donc ça, c'est le couplage dans le cas d'un graphe biparti. Mais la plupart du temps, quand j'essaye de faire ce problème de couplage, évidemment, je n'ai pas un graphe biparti. Enfin, à la limite, l'application d'un graphe biparti, c'est pour les sites de rencontres. J'essaye de faire éventuellement le plus de couples possible, mais enfin, a priori, je n'ai pas tant d'application que ça du problème de couplage. La plupart du temps, quand j'essaye de trouver un couplage, c'est avec un graphe quelconque. Et du coup, dans le cas d'un graphe quelconque, ça marche plus ces histoires de flow. Ça marche plus parce que j'ai plus un certain nombre, enfin j'ai plus deux parties. Donc il y a une partie que je peux relier à la source, une autre partie que je peux relier au puits. J'ai juste un ensemble de sommets, un ensemble d'arêtes, et j'essaye de trouver le nombre de couples possible, le couplage maximum. Et dans ce cas-là, c'est plus possible de construire un réseau de transport dans un graphe quelconque et d'appliquer Ford-Wilkerson. Mais par contre, l'algorithme qui est généralement appliqué, qui est celui d'Edmonds, je continue à avoir des chaînes améliorantes et je continue à avoir la propriété, l'optimum est atteint quand il n'y a plus de chaîne améliorante. Alors l'algorithme en question, hein, l'algorithme d'Edmonds, et je terminerai là-dessus. Donc comme d'habitude, je vais terminer un peu plus tôt que d'habitude, mais je trouve ça très bien. Je pense qu'une heure, c'est très bien. Après, tout le monde en a marre. Et puis ça vous laisse un peu de temps pour récupérer avant le TD ou le cours suivant. Je vais bientôt avoir fini, je vous rassure. Maintenant, tout le monde a pris l'habitude. Avec lui, le cours, ça ne dure pas plus d'une heure. Vous seriez déçus si ce n'était pas le cas. Donc, je resitue où j'en suis. Hein. Je suis sur le problème du couplage maximum. Mais là, je suis dans un graphe quelconque, pas un graphe biparti. Et donc, je discute un petit peu de l'algorithme d'Edmonds. Je ne vais pas le présenter de manière très, très formelle. De toute façon, je ne suis même pas sûr qu'on fera d'exercice dessus. C'est juste pour situer ce truc de couplage. Mais dans le programme, c'est surtout le flow qui m'intéresse. Donc, on ne va pas trop passer de temps sur ces histoires de couplage. J'en ai surtout parlé parce que quand
enfin, dans le cas d'un graphe biparti, c'est le même algorithme. Je vous signale juste que dans le cas d'un graphe biparti, c'est pas le même algorithme, qu'il y a un algorithme qui existe, mais on fera même pas de TD dessus, etc. Ah bon, c'est juste pour vous dire que ça existe. Donc je continue à avoir des chaînes améliorantes, je continue à avoir la propriété, l'optimum est atteint quand il n'y a plus de chaînes améliorantes. Dans l'algorithme d'Edmonds, on prend d'abord tant qu'on peut des arêtes indépendantes, et puis on recherche l'existence d'une chaîne améliorante. La caractéristique d'une chaîne améliorante, c'est qu'il faut qu'elle commence et qu'elle se termine par deux sommets non couverts, hein, qui ne font pas partie du couplage, et qui alternent arête non prise, arête du couplage actuel. Et dans ce cas-là, ça me permet d'améliorer la solution. C'est une chaîne améliorante. Pourquoi tu veux pas? Ah bah non, ça là. Ouais, bah je croyais que j'avais un exemple, mais j'arrive plus à tomber dessus. Bon, ça se termine un peu en autre boudin, mon histoire. J'étais persuadé que j'avais un exemple. Bon, bah, je l'ai pas là. Je sais pas. Ça doit pas être la bonne version de mon algorithme. Bon, bref, je vous présenterai l'exemple en question que je retrouve pas actuellement. Je m'en excuse. De toute façon, je vous dis, c'était juste pour mentionner ce problème-là. Si j'ai parlé de couplage, c'était pas pour vous embrouiller et rendre le cours plus compliqué. C'était surtout pour dire que c'était une autre application du problème de flow dans le cas d'un graphe biparti. Je ne sais pas ce qui se passe là. Ça écrit jeu. Je crois que j'ai un peu planté mon histoire là. Qu'est-ce qu'il me fait? Comment je sors de ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est il. Comment je sors de ça? Fermer carrément. Hop. Et donc, je vais retourner là-dessus. Voilà, c'était bien ça. Excusez-moi, j'ai eu un problème. Je ne sais pas dans quoi j'étais parti. J'étais parti dans une histoire. Mais donc, j'ai bien un exemple ici. J'essaye donc ici de trouver le couplage maximum dans un réseau, enfin dans un graphe quelconque. Là, c'est pas du tout un graphe biparti. Donc, comme je le disais, là, je ne suis pas capable de relier certains sommets avec la source, d'autres avec le puits. J'ai juste un ensemble de sommets. Ce que je vais faire ici, pour trouver une solution de départ, je vais prendre comme couple d'abord ceux qui ont les lettres, je vais faire ça par ordre alphabétique. Donc le premier couple que je vais faire, c'est AB. Une fois que j'ai AB, je ne suis plus capable de relier C. Donc le couple que je fais après, c'est DE. Et du coup, toujours pareil par ordre alphabétique, le couple que je vais faire après, c'est FG. Et puis quand j'ai fait ça, C et H, je ne suis pas capable de les marier parce que A est déjà marié à B et G est déjà marié à F. Donc j'ai une solution de valeur 3 qui est celle-là. Mais en fait, je suis capable de trouver une chaîne améliorante en alternant, en partant d'un sommet non pris qui est C, en arrivant à un sommet non pris qui est H, et en alternant liaison non prise, liaison prise, liaison non prise, liaison prise, liaison non prise, liaison prise, et je finis ici. Et ça me permet de trouver une chaîne améliorante qui permet ici de trouver un couplage parfait à 4 arêtes. Mais bon, je suis bien conscient que j'arrête de partager là. Je suis bien conscient que j'ai été un peu vite sur cette partie-là, sur cette partie de l'algorithme d'Edmonds.
C'était juste pour vous en mentionner l'existence, mais comme je le disais, c'est peut-être pas très motivant de le dire comme ça, mais ces histoires de couplage dans un graphe quelconque, c'est pas vraiment au programme, c'était juste pour le citer. Ce qui était important que vous captiez ce matin, c'est ces histoires de flow maximum, cet algorithme de Ford-Fulkerson qui permet de trouver le flow maximum dans un réseau. Je vais un tout petit peu parler de couplage parce qu'il y a un peu de lien, on essaye de trouver des chaînes améliorantes et tout ça, mais c'était juste en plus et c'est pas vraiment au programme. Ce qu'on voulait voir, ce qu'on devait voir ce matin, c'était le flow maximum. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, bon courage pour cette semaine, bon, qui est heureusement un peu plus courte puisqu'il n'y aura pas eu de lundi. Euh, Bonne journée à tous. Et